Depuis toujours, les nations se livrent entre elles une bataille sans merci et ininterrompue. Ce conflit, souvent invisible du public et pourtant bien réel, se livre sur les planches à dessin et les ordinateurs. Quel pays développera le meilleur design, la meilleure technologie, la meilleure innovation? Ce conflit, vous l'aurez compris, c'est la course au progrès technologique. C'est suivant cette idée-là que nous avons pu voir sortir des usines des chars au design étrange, quelquefois innovant et surtout hors du commun. La MX-13 par exemple illustre parfaitement ce mouvement, grâce à sa tourelle oscillante. Concept nouveau pour l'époque, cette tourelle se sépare en deux parties, une pour l'élévation du canon et l'autre pour sa rotation. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans son design, voir comment elle marche, ses avantages, ses inconvénients et le coup fatal qui l'a éliminé du champ de bataille moderne. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner s'il te plaît, ça soutient grandement la chaîne et ça lui permet de grandir. Merci. Alors d'abord, penchons-nous sur les tourelles conventionnelles et leur histoire. Pour faire simple, les tourelles classiques sont montées sur un anneau de tourelle qui est intégré sur la coque du char. Grâce à cette technologie, la tourelle peut pivoter à 360 degrés plus ou moins rapidement selon le système. À part quelques automitrailleuses avant, le premier usage véritable de la tourelle connu aujourd'hui, montée sur un engin terrestre, remonte à l'époque du Renault FT, donc les années 1917 environ. Et oui, on peut dire en quelque sorte que les Français ont été les premiers à équiper et utiliser véritablement sur leur char le concept de la tourelle comme nous le connaissons aujourd'hui. Ensuite, évidemment, le fait d'avoir un armement orientable sur 360 degrés a eu un tel succès que la plupart des blindés l'adoptèrent par la suite. Et ils ne furent pas les seuls, évidemment. Beaucoup d'autres engins de guerre en furent équipés, tellement la tourelle orientable fut une révolution dans le monde militaire. Et notamment les navires de guerre qui saisirent l'occasion de pouvoir monter un gros armement tout en lui garantissant une mobilité appréciable. En parlant de navires, je tiens à vous présenter World of Warships. World of Warships est un jeu gratuit, disponible dès à présent sur PC et plein d'autres plateformes. Avec ses graphismes impressionnants, le jeu offre un gameplay tout à fait immersif et captivant où vous pourrez vous battre avec plus de 800 navires historiques, que ce soit à bord de sous-marins ou de gros navires de guerre en passant bien sûr par les avions. Vous faites preuve de tactique et de stratégie pour détruire vos adversaires lors des combats en 12 contre 12 joueurs sur plus de 40 cartes mises à jour régulièrement. Et faites attention, les conditions météorologiques influent également sur votre gameplay. World of Warships est un jeu en constante évolution. Chaque mois apparaissent des nouveautés comme des nouveaux navires, des collaborations inédites, des nouveaux modes de jeu et effets visuels et des événements toujours plus impressionnants. Par exemple, en cette fin d'année, vous aurez l'occasion de vivre une campagne captivante à la recherche d'un navire disparu et de profiter d'un nouveau port interactif pour vos navires accompagné de plein de récompenses de Noël. En plus de cela, le jeu est également disponible sur console. Plonge vite dans l'univers des navires de guerre et télécharge le jeu avec le lien en description pour gagner un énorme pack de départ. 14 jours de premium, plus de 2 millions de crédits plus 500 doublons, 20 camouflages de navires et enfin un navire de rang 4 au choix. Merci beaucoup à World of Warships de m'avoir fait confiance en sponsorisant cette vidéo. L'avantage donc d'avoir une tourelle orientable sur un char, c'était évidemment d'avoir la possibilité de s'aventurer au cœur de la zone ennemie en engageant les objectifs et les menaces de tous côtés en étant donc beaucoup moins vulnérable et plus réactif que le concept jusque-là du canon fixe en casemate. Effectivement, vous me direz que certains chars apparus ensuite ont gardé cette conception en utilisant un armement qui ne pivote pas au sein du char. Il s'agissait généralement de canons anti-char ou des canons automoteurs, de l'artillerie mobile si vous préférez. En effet, ces véhicules sont plutôt censés se trouver en seconde ligne, en arrière donc, et sont déployés pour appuyer les forces mobiles à l'avant. De cette manière, cela permettait de monter rapidement de gros et puissants canons sur des châssis qui en auraient été incapables si les canons étaient montés en tourelle. Les premières tourelles de blindés, légères, tournées par l'action du tireur qui opérait debout, une épaule appuyée sur la crosse de l'arme, généralement avec une manivelle qui permettait d'effectuer la rotation. Le calibre et le poids des tourelles allant croissant ont dû recourir soit à la motorisation utilisant l'énergie du moteur principal, ou soit des moteurs électriques secondaires. D'abord biplace, les tourelles devinrent rapidement triplaces, notamment grâce aux Allemands cette fois-ci. Même si les tourelles devenaient plus encombrantes, elles permettaient une meilleure répartition des rôles à l'intérieur, en ajoutant généralement un membre d'équipage en plus dans la tourelle. Sur ces tourelles conventionnelles, le canon est monté à l'avant, de manière à pouvoir descendre et monter selon son angle de dépression et d'élévation maximum, tout en pivotant. Voilà le type de tourelle utilisé depuis le Renault FT jusqu'au char d'aujourd'hui. Les tourelles oscillantes agissent de manière différente. Premièrement, la tourelle est divisée en deux parties, reliées par un tourillon.
C'est une sorte de point de rotation. L'espace entre ces deux parties est souvent recouvert par un soufflet en caoutchouc ou en toile. La partie basse, parfois appelée le collier, fonctionne comme une tourelle normale et pivote grâce à l'anneau de tourelle et peut faire un tour de 360 degrés comme les tourelles conventionnelles. Jusque là, rien de bien différent. La partie haute contient, elle, l'armement, et c'est là qu'on constate une différence. Le canon est fixé sur cette partie haute et ne peut pas s'élever ou se baisser indépendamment. Donc, pour viser plus haut ou plus bas, la partie supérieure de la tourelle doit l'accompagner et doit bouger avec le canon. En fait, en quelque sorte, le canon est fixe. Sur les tourelles ordinaires, le canon est fixé sur le tourillon dans la tourelle. C'est donc le canon qui s'élève ou descend, et la tourelle reste fixe, elle ne bouge pas. Sur les oscillantes, on retrouve le tourillon, ou l'endroit où le pivot est exercé, situé entre le bloc fixe du bas et le bloc du haut. Vu comme ça paraît un peu compliqué, comme si les ingénieurs français s'étaient carrément compliqué la vie. Mais cette mécanique présente plusieurs gros avantages. En premier lieu, on peut noter que le pilote et le chargeur sont toujours alignés avec le canon, facilitant ainsi la visée et le chargement. Cela signifie aussi que l'anneau de tourelle peut être plus petit. En effet, il ne faut pas oublier que la partie du canon que nous voyons de l'extérieur, la partie visible, n'est qu'une partie de l'armement. À l'intérieur de la tourelle, nous pouvons trouver un gros bloc appelé culasse dans lequel le chargeur charge les obus. Sur les tourelles classiques, lorsque le canon s'élève, la culasse suit le mouvement, logique. Donc l'anneau de tourelle doit avoir un diamètre assez grand pour permettre à la culasse de passer au travers et ainsi effectuer une complète élévation. Ou une parfaite dépression, suivant l'angle de vue. C'est d'ailleurs une des raisons de pourquoi les chars russes ont un angle de dépression et d'élévation si limité. Leur philosophie de faire des chars plus petits et compacts que les occidentaux les contraignent à faire des anneaux de tourelle plus petits. Sur les tourelles oscillantes, ce problème intérieur ne se pose pas. Lorsque la partie haute de la tourelle pivote, le point de pivot est plus haut, ce qui signifie que la culasse descend sur une distance beaucoup plus petite. Donc anneau de tourelle possiblement plus petit, et donc une tourelle qui peut être réduite de taille. Il faut savoir aussi que le diamètre de l'anneau de tourelle ne définit pas seulement la taille de la tourelle, c'est aussi le point déterminant pour la largeur et la grosseur d'un char. Ainsi, l'avantage de ne pas avoir besoin de trop gros anneaux de tourelle peut donc permettre de monter de gros canons sur des engins beaucoup plus fins et compacts, comme la MX-13 par exemple. Lorsque le canon s'élève, la culasse s'enfonce dans la profondeur du char au travers de l'anneau. Mais si le tireur vise vers le bas et fait jouer sa dépression à l'inverse, alors la culasse suit l'exemple opposé. Elle se lève et généralement, la dépression d'un canon de char est limitée par l'espace qu'a la culasse pour monter dans la tourelle jusqu'au toit ou la butée maximum. La dépression du canon est une caractéristique super importante sur les chars, car les véhicules avec un angle de descente plus élevé peuvent tirer des collines ou des endroits accidentés sans s'exposer entièrement, ou en tout cas beaucoup moins, chose appréciable pour la survivabilité et la discrétion. Encore une fois, nos tourelles oscillantes ne souffrent pas de ce problème, et ont généralement une excellente dépression du canon, plus limitée par les contraintes physiques telles que l'épaisseur de la partie inférieure de la tourelle, ou parce que simplement le canon a touché l'avant du châssis. Cependant, en termes de dépression et surtout d'élévation, les tourelles oscillantes souffrent d'un problème similaire. En phase d'élévation canon, ce n'est pas la culasse qui bloque, mais l'arrière de la tourelle qui peut heurter le pont moteur. Exemple sur la MX-13, il est rapidement limité en termes d'élévation par sa partie arrière de tourelle, qui entrerait au contact de la partie arrière de la coque du char. Pour contrer cet inconvénient et maximiser son élévation, les tourelles oscillantes tentent de monter le canon le plus haut possible dans la partie supérieure de la tourelle. Cela a son lot d'avantages comme d'inconvénients. On peut dire qu'avec une silhouette haute comme cela, le char peut viser par-dessus les obstacles et protéger ainsi sa caisse et le reste du char. Mais cela signifie aussi avoir une silhouette générale plus haute et visible, comme on peut le voir sur la MX-50. L'autre avantage majeur de ces tourelles oscillantes se trouve dans le chargement du canon. Comme dit précédemment, le chargeur se trouve à l'intérieur de la partie haute du char et se déplace donc avec le canon. Donc la culasse reste par rapport au chargeur en même position durant tout le temps de la manœuvre. Pour lui, elle ne bouge pas. Mais le vrai avantage, c'est lorsque vous voulez mettre un chargeur automatique dans votre char. Pour rappel, un chargeur automatique ou un autoloader est un mécanisme qui extrait automatiquement les munitions de leur endroit de stockage pour venir ensuite les placer dans la culasse du char, prêt à tirer. Cela marche très bien avec les tourelles ordinaires, tant que le canon est en face de l'autoloader. Et lorsque le canon est élevé ou descendu, le chargeur automatique a plus de mal à trouver la culasse et fonctionner correctement. Pour pallier à cela, soit on installe un chargeur automatique plus complexe, qui peut charger le canon même lorsque celui-ci est en mouvement, ou alors en ramenant simplement le canon verticalement après chaque tir, pour qu'il puisse être rechargé. La première solution est coûteuse, peu pratique, et nécessite une prise en main plus complexe. La seconde est très contraignante, et diminue fortement la réactivité et la cadence de tir du char. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut voir certains chars ramener leur canon en position initiale après chaque tir.
Les tourelles oscillantes, encore une fois, se classent supérieurement aux ordinaires en garantissant une solution plus simple. Monter le chargeur automatique dans la partie supérieure de la tourelle. Comme cela, la culasse et le chargeur automatique seront constamment alignés et dans l'axe l'un l'autre. Aujourd'hui, d'autres systèmes de chargement automatique plus poussés ont fait surface, comblant ainsi certains inconvénients dont il me semble ce problème d'axe avec la culasse. Ce n'est donc plus un problème aujourd'hui, même si les tourelles oscillantes ont proposé une alternative beaucoup plus rapidement. Donc, un char avec une tourelle oscillante peut se permettre une silhouette plus compacte, plus petite et plus rapide, et avoir beaucoup plus de réactivité en termes d'accélération ou de mobilité. Mais il y a un piège. Diviser la tourelle en deux présente certes énormément d'avantages, mais il y a aussi un certain inconvénient majeur. L'espace entre les deux blocs. Les véhicules équipés de tourelles oscillantes ne peuvent pas être scellés et imperméabilisés contre l'eau ou même les menaces NBC, pour Nuclear, Biological and Chemical. C'est tout ce qui est protection nucléaire, bactériologique, etc. Quasiment tous les chars aujourd'hui emportent une protection, une étanchéité et des systèmes de ventilation et de filtrage d'air efficaces contre ces menaces. Ces tourelles ne peuvent donc pas être rendues étanches car pour fonctionner correctement, les deux blocs de la tourelle nécessitent un peu d'espace pour pivoter correctement. La protection NBC est donc d'office à retirer du palmarès des tourelles oscillantes. Ça veut dire que, par exemple, si la MX-13 était déployée dans un théâtre de guerre nucléaire, bactériologique ou chimique, donc même une simple arme à gaz, l'équipage serait extrêmement et facilement vulnérable de l'extérieur. Et finalement, peu importe la dépression ou l'élévation de votre char, si vous n'avez plus d'équipage à l'intérieur pour le faire fonctionner. On parle souvent d'un âge d'or des tourelles oscillantes. En fait, c'est un peu surfait de dire ça, parce que les tourelles oscillantes n'ont pas été présentes sur une longue durée. Mais il est certain que la tourelle oscillante s'est faite connaître grâce aux chars français des années 50 à 70. On pense naturellement de suite à la MX-13, mais d'autres exemplaires ont contribué grandement à son succès éphémère, mais non moins spectaculaire, comme l'EBR de chez Panhard, les prototypes de la MX-50 et j'en passe. Plusieurs pays se sont inspirés de nos modèles pour créer leurs propres tourelles oscillantes, mais avec un succès toujours inégalé de notre technologie française. Et peu d'entre ces exemplaires d'ailleurs sont réellement entrés en service. On peut dénoter le SK105 cuirassier, char autrichien développé sur une base d'AMX-13 et qui reprend une tourelle oscillante. Il illustre bien le fait d'utiliser une tourelle oscillante pour intégrer un gros canon de 105 mm sur un léger et petit véhicule. Il a été produit à quand même 700 exemplaires et entra en service en 1969. Un véhicule plus récent entra aussi en service, mais cette fois aux États-Unis, le M1128 Striker Mobile Gun System, ou MG-ACE. Il est doté d'une tourelle oscillante, mais cette fois-ci sans membre d'équipage à l'intérieur, la tourelle étant téléopérée de l'intérieur du char. Il embarque aussi un 105 mm avec son propre système de chargeur automatique. En théorie, ce système aurait tous les avantages de la tourelle oscillante et sans son inconvénient majeur, car la tourelle étant pilotée de l'intérieur du char, tous les membres d'équipage seraient ainsi à l'abri dans la coque hermétique du char, donc protégés NBC. Mais ce système rencontra plusieurs murs à sa production, comme les défauts récurrents de son autoloader ou même son prix trop cher pour un tel système innovant. Ainsi, même si les tourelles oscillantes ne sont plus à l'ordre du jour, ce système resta une innovation sans précédent dans le monde de l'industrie militaire. Non seulement en raison de ses avantages, mais aussi grâce à son look qui était tout simplement futuriste dans les années 60. Même s'il n'y a pas beaucoup de chances que l'on voit plus tard des chars apparaître avec des tourelles oscillantes, ce fut une idée révolutionnaire qui a permis aussi de démontrer que sortir des normes était quelquefois bénéfique. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Un grand merci encore à World of Warships d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le jeu avec le lien en description pour débloquer un énorme pack de démarrage. Si vous avez une idée de ce que je pourrais aborder et expliquer par la suite, partagez-le moi en commentaire, je les lis tous avec attention. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt.